début de ce Facebook Live, le 9e. Donc suite à celui du 29 août, puisqu'on ne s'est pas arrêté cet été, en juillet août, je vous ai aussi rencontré. Vous dire que le dernier live a eu quand même 2500 vues, donc c'est toujours encourageant. Ça veut dire que ce genre de rendez-vous continue à être important pour un certain nombre de nos concitoyens. Et c'est donc toujours pour moi un plaisir de vous y rencontrer. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit durant ces quelques minutes, mais peut-être m'avez-vous vu juste ceux qui savent le lire sur les lèvres, vous avez peut-être compris, mais l'idée était de parler des questions de la question à laquelle je n'avais pas pu répondre le mois dernier et dire à la personne qui l'avait posée concernant le CESU qu'elle aura une réponse, si ce n'est pas déjà fait, de la part des services pour trouver une solution allant dans son sens au maximum, même si c'est pas aussi simple que cela pourrait paraître. Donc j'espère que cette fois-ci vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me signifier? Oui, voilà. Donc on me dit que on m'entend. Et donc je vais commencer les questions. Donc je remercie aussi toutes celles et ceux qui m'avaient adressé des questions que j'ai découvertes il y a quelques instants avant de lancer ce Facebook Live, à commencer par une question qui arrive en fin d'après-midi. Bonjour, étant parent d'élèves de l'école maternelle du Faubourg du Soleil, quand sera-t-il possible de placer l'entrée du portail sur le côté de celle-ci, endroit où les bâtiments ont été détruits, et ainsi, tout du moins, faire un parking provisoire pour les parents venant chercher leurs enfants, car la plupart se garent dans la rue des Jardins, provoquant d'importants embouteillages entre les véhicules, bus y compris, montant la rue et ceux descendant la rue, notamment aux heures de pointe. En vous remerciant par avance, merci pour échanger avec vous. Alors oui, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc il semblerait que la demande soit que nous déplacions l'entrée de l'école maternelle du Faubourg du Soleil à l'endroit où aujourd'hui il y a un terrain vague qui est suite à la démolition, à la déconstruction des logements insalubres rachetés par l'agglomération il y a quelques mois et qui va nous permettre d'ici quelques mois de construire sur cet espace un immeuble avec notre partenaire Action Logement ainsi qu'un espace pour le quartier derrière ainsi qu'une maison de quartier qui sera construite. Donc désolé de vous décevoir, mais il ne semble pas possible pour quelques semaines ou quelques mois de pouvoir aménager, déplacer l'entrée de l'école à l'intérieur de ce terrain vague. En plus, ça crée des problèmes d'accessibilité puisqu'il y a des problèmes de différence de mémoire, hein, de niveau. Voilà, j'y avais pensé, hein, avec Max Roustan, nous y avions pensé. Y mettre un parking pour quelques mois, ça poserait plus de soucis au moment où les travaux vont commencer. Nous avons conscience effectivement de la difficulté parfois pour pouvoir déposer en toute sécurité ses enfants et les récupérer. Pour autant, hein, connaissant bien ce quartier et voyant bien ce qui se passe, si chacun met un peu du sien, on arrivera, comme devant toutes les écoles de la ville, si les parents d'élèves notamment font un effort sur la sécurité routière, à pouvoir gérer le flux. C'est pas une école avec 500 enfants à l'intérieur. Donc voilà, mais effectivement, on avait réfléchi et cela semble difficilement possible de pouvoir répondre à cette demande, du moins comme ça. Mais ça, soyez rassurés également, vous allez voir que d'ici quelques semaines, nous allons détruire la maison en face de l'autre côté de la rue des Jardins, côté Faubourg du Soleil, la grande bâtisse qui est vide depuis des années. Et puis, de toute façon, je le rappelle, une fois que nous aurons fini d'aménager le Faubourg du Soleil, il sera mis en sens unique, donc permettant beaucoup plus de sécurisation, hein, puisqu'il y aura plus de 2 sens de circulation. Donc on montera dans le Faubourg du Soleil, on descendra par la rue des Jardins, et dans ce cadre-là, on devrait pouvoir plus facilement trouver des espaces de stationnement. C'est ce qui est prévu sur cet espace-là, où nous ferons, je le redis, la part belle au mode de déplacement doux, comme dans tous les quartiers de rénovation urbaine, la Grande Rue Jean Moulin, le Faubourg du Soleil et après Faubourg de Rochebelle, c'est aussi parti. Et puis j'appelle aussi tous les parents, pour ceux qui habitent assez près, puisque je rappelle aussi que les écoles primaires et maternelles de la ville d'Alès, globalement, si on est dans son secteur, si on n'a pas eu de dérogation, on est à moins d'1 kilomètre à 1,5 km maximum de toutes les écoles de la ville d'Alès. Donc voilà, on peut aussi venir à pied, en vélo, aux écoles, c'est-à-dire si la moitié des parents le font, ben, ça laisse plus de place aux autres. Voilà, mais je suis navré, mais c'est techniquement impossible parce qu'il va y avoir un beau bâtiment. Et donc il va y avoir de la nouvelle population qui va arriver dans ce beau quartier du Faubourg des Soleils. Vous verrez que dans quelques temps, vous n'en croirez pas vos yeux.
Voilà pour cette réponse. C'est la dernière question que j'ai reçue, il était 17 heures, d'après le mail. Donc des questions que j'ai reçues, c'est, je sais pas, enfin a priori c'est jour dernier que je. Donc Théo Time sur Facebook. Waouh, ah, ça commence bien. Je suis passé ce matin à la mairie et j'ai découvert le marché provisoire. C'est génial, c'est sympa. Même mieux que les Halles où j'avais peut-être à tort pas envie de rentrer. J'aurais maintenant plaisir à venir faire mon marché en attendant le futur projet. J'avais vu un tel engouement. Bravo pour tout ça. BAV, je ne sais pas ce que ça veut dire, bien à vous peut-être. Théo, ben merci Théo. Ben écoutez, ça me permet de dire deux mots sur ce beau projet à la fois du marché de l'abbaye. J'en ai parlé souvent dans ce Facebook Live, peut-être à chaque fois, pour à la fois rassurer et dire ce qui allait se passer. Rappelez-vous aussi de ce marché provisoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Que n'a-t-on entendu à la fois de la part des utilisateurs, des étaliers, de la presse sur ces marchés provisoires, ce trou à rats, ce parking. Nous étions engagés avec Max Roustan d'en faire un lieu tout à fait sympathique et tout à fait destiné à accueillir un marché. Je crois qu'aujourd'hui, le résultat est là. C'est très chouette, c'est très beau, très lumineux. Et d'ailleurs, pour y avoir passé beaucoup de temps, et encore ce matin, depuis 7h moins le quart, j'ai accompagné ce lancement. Je suis resté jusqu'à plus de 8 heures pour discuter à la fois avec les étaliers, à la fois avec les clients, à la fois avec les médias présents. Et je remercie France Bleu pour son direct ce matin, en direct du marché provisoire place de la mairie, sous la place de la mairie. Je peux vous dire qu'à midi, où je suis revenu pour la clôture, nous pouvons dire, et ce sont les étaliers qui me l'ont dit, que 100%, toutes celles et ceux qui sont venus, nombreux pour une première fois, plus que nous l'espérions et plus que nous le craignons, qui sont venus, tous sont partis enchantés par ce nouvel aménagement. Les étals sont clairs, les fruits sont beaux, à la fois nos bouchers, nos charcutiers, notre bar, nos vendeurs de légumes, et puis petit à petit, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, monter en charge. Et je pense que samedi, je vous engage vraiment à venir voir ce marché. Vous verrez que quand il sera totalement occupé par les étaliers, puisqu'il y en a qui viennent malheureusement pas tous les jours, avec les écaillers, avec les grainotiers, Bertrand Miriès était en train d'arranger son stand ce matin, ça sera top niveau. J'ai même entendu pour l'anecdote certains me dire bah ça sert à rien d'investir 12-13 millions d'euros puisqu'on est bien ici. N'exagérons pas. Donc l'objectif n'est pas de garder le marché de l'abbaye sous la place de la mairie, je le dis. Et donc le futur marché rénové, les futures halles de l'abbaye, une fois réouvertes au premier trimestre 2025, c'est demain matin, dans 18 mois maximum, qui seront, à n'en pas douter, encore plus magnifiques, donneront, je l'espère, encore plus l'envie à celles et ceux qui ne venaient pas de venir dans ce futur marché. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, comme nous l'avions envisagé et prévu, c'est que ce marché provisoire va permettre aux commerçants de pouvoir passer cette période difficile. Et j'ai une pensée, et je ne les oublie pas, les commerçants du Tour de l'Abbaye qui, eux, vont subir les travaux qui vont se passer à l'intérieur et qui vont commencer le 2 octobre prochain, donc lundi prochain comme prévu. On va commencer par la démolition avant de faire la reconstruction. On déshabille la structure au poteau-poutre et après on va la réhabiller. Donc une pensée pour les commerçants du Tour de l'Abbaye qui vont subir ces travaux et qui vont, eux, peut-être avoir un peu plus à subir. Je dis juste à tout le monde que le marché, c'était le matin, les commerçants étant ouverts généralement de 10h à midi et de 14h à l'après-midi quand le marché est fermé. J'espère et je crois que l'impact ne sera pas complet. Puis vous comptez sur la ville, en tout cas, pour communiquer sur le fait qu'il faut poursuivre nos courses chez nos commerçants durant la durée des travaux, sachant que la brûlerie et la pharmacie restent ouvertes le maximum de temps, ainsi que le parking. Je le dis, ça n'a pas été simple à obtenir, mais le parking, c'est-à-dire le -3 sous l'abbaye et le -1 pour les étaliers, reste ouvert jusqu'à ce que les travaux de confortement du parking débutent, c'est-à-dire janvier-février dans le planning des travaux. Donc Noël, on va le passer avec ce parking. Vous pouvez aller en toute sécurité. Ne vous inquiétez pas, sinon nous ne le laisserions pas ouvert. Les études le montrent et donc c'est aussi un parking au cœur de ville à utiliser. Même si tout ça, vous savez, si on écoutez que les bureaux d'études et certains techniciens, ben écoutez, on fermerait tout, il n'y aurait plus rien. Voilà. Donc le maire, Max Roustan et moi avons pris cette décision de maintenir ce parking parce qu'il en va aussi de l'activité du cœur de ville. C'est un choix politique assumé en toute sécurité.
puisque bien sûr, imaginez bien que nous avons fait faire les études nécessaires. D'ailleurs, il fonctionne comme ça depuis maintenant plus d'1 an. Il va continuer à fonctionner encore 3-4 mois avant de fermer pour réouvrir, je l'espère, avant que les halles réouvrent sur les 3 niveaux, une fois les travaux réalisés. Je rappelle aussi que c'est quasiment 14 millions d'euros de travaux. Ça paraît énorme, effectivement. Nous espérions un peu moins. L'inflation est passée par là. Les normes et les études sont passées par là. J'ai parlé du parking. Et donc, c'est un peu plus élevé que prévu. Mais bien sûr, avec les subventions et la bonne santé financière de la ville, nous allons pouvoir assumer ce projet qui, je le rappelle, là aussi, est le dernier choix plébiscité, le dernier dans le temps, mais l'un des premiers dans le classement plébiscité par toutes celles et ceux qui ont participé aux États généraux du cœur de ville en 2016, et donc fini ces États généraux, la 38e action de mémoire, et donc c'était demandé, et vous dire qu'un marché dynamique, des halles dynamiques en cœur de ville, aujourd'hui dans une ville comme Alès, seront aussi un moteur, ces halles, pour continuer la dynamisation et surtout préserver l'activité du cœur de ville. Beaucoup de villes en souffrent, beaucoup aujourd'hui en France, dans le sud de la France et ailleurs, les cœurs de ville se vident. Nous, on a la chance de résister un peu mieux que d'autres, mais encore, faut-il continuer à développer ce cœur de ville. Le marché est un élément fort, et je rappelle aussi, je termine sur ce sujet, et je le rappelle pour bien qu'on l'entende aussi, que la nouveauté principale de ces futures halles, ça il faut l'entendre, ça sera peut-être pas unique en France, mais nous ne sommes pas très nombreux à l'avoir envisagé. Ça a été notre idée d'ouvrir des boutiques à la fois à l'intérieur du marché, mais qui pourront également l'après-midi, et lorsqu'ils le souhaitent, ouvrir sur l'extérieur de la place de l'Abbaye, et donc permettre à ces boutiques de fonctionner, si elles le souhaitent, H24. H24, j'exagère, mais en tout cas, autant que de besoin, elles ouvriront lorsque le marché sera fermé de l'intérieur. Ces boutiques qui occuperont tout le tour du marché pourront ouvrir sur l'extérieur avec une petite casquette, avec des tables pour ceux qui le souhaitent. Et donc voilà, donc c'est quand même une nouveauté. Donc effectivement, les halles provisoires sont super, je le dis, comme quoi il faut entendre nous faire confiance aussi, je le dis, on fait pas ça pour ennuyer personne, on fait ça pour essayer d'apporter à tout le monde. Mais alors les futures halles, là, je ne me fais pas de soucis, elles seront top niveau. Nous en reparlerons souvent et je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que nous sommes encore à l'heure. 26 septembre, on avait prévu cette date d'ouverture, ça a ouvert. Et travaux 2 octobre, et bien ça débutera lundi, le 2 octobre. Voilà. Merci donc Théo pour ce message. Donc et Théo, allez aux halles provisoires, faire vos courses, vous verrez, c'est sympa. N'oubliez pas les autres commerçants aussi, hein. Il n'y a pas que les halles provisoires, il y a aussi des bouchers en ville, il y a bien sûr, hein, faites pas dire ce que je dis pas, il y a les halles et il y a tout le reste du tissu commercial qui eux sont vers l'après-midi aussi. Donc ça vous permet aussi de vivre en cœur de ville sans avoir à vous déplacer en périphérie. Alors Christine par mail, bonjour, comment se procurer le composteur? Point d'interrogation, le téléphone ne répond pas, une demande sur l'espace citoyen sans réponse, je vous remercie par avance. Ah, madame, bon, je donne le nom, enfin H, hein, je donne que l'initial du nom, Christine, pour ceux qui le mettent. Je vous remercie, madame, je vous remercie, je suis étonné, voilà, je suis en colère d'ailleurs, parce que si effectivement, je voulais annoncer peut-être dans les Facebook Live, je vous ai fait des publications aussi sur mes réseaux, dans le journal d'Alès Aglo, sur la mise à disposition des éco-composteurs. Pour vous dire qu'il fallait vous rapprocher de votre mairie. Alors, je ne sais pas où vous habitez, à Alès ou une autre commune d'agglomération. Si c'est à Alès et que vous avez téléphoné et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est pas bien. Et je vais gronder les services. Donc, je vais lui donner votre nom. Vous m'avez pas mis vos coordonnées, sinon ils auraient pu vous contacter. J'ai fait une opération au mois d'août avec les services au bas du Gardon pour que ceux qui sont inscrits récupèrent les premiers éco-composteurs. L'ensemble des communes d'agglomération, les 72, ont un lot d'éco-composteurs à récupérer. Donc, c'est des communes centralisées qui permettent de venir récupérer. Il s'agit aussi d'une petite formation, hein, sur les 20 € de caution de participation qui vous sont demandés. Écoutez, ça vous permet aussi d'avoir une formation par le CPIE, que j'ai chargé de vous former à l'éco-compostage. C'est facile, j'y arrive moi-même, mais plus on en sait, mieux c'est. Voilà, donc c'est très bien. On vous donne aussi un petit seau à compost, donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je suis désolé. Par contre, il faut savoir que vu les marchés et vu que l'ensemble aujourd'hui, les communes de France se lancent
parce que la loi nous y oblige au 1er janvier prochain dans l'éco-compostage, je n'ai pu trouver que 5000 composteurs. Il y a 72-75 000 foyers sur l'agglo. 5000 composteurs que nous mettons à disposition. D'autres vont arriver chaque année, mais ça risque d'être un peu tard. Et donc, ce que je redis une nouvelle fois, c'est que bien sûr, comme c'est une des raisons pour lesquelles nous vous demandons 20 euros, pour 10 ou 15 euros de plus, allez en jardinerie, achetez votre propre éco-composteur pour dès janvier prochain, au maximum. Et demain, si vous le pouvez, vous le souhaitez, mettez vos déchets de cuisine, tous vos déchets de cuisine, commencez pas par les viandes et poissons dans un premier temps, principalement l'éplucheur de légumes, mais vous verrez que demain, avec un compost qui va se mettre, qui s'aère, qui s'arrose, dont on se sert pour engraisser nos plantes, et demain avec nos déchets également viande et poissons, bah écoutez, nous allons diminuer, je le redis aussi, c'est un enjeu, nous allons diminuer les ordures résiduelles, les fameux sacs noirs que nous ramassons, soit dans un bac individuel, soit dans un bac collectif, et que nous amenons à l'usine de Salindre de l'agglomération, et pour faire du compost. Donc au 1er janvier 2024, je le redis, entendez-le bien, c'est pas Christophe Rivin qui a décidé, c'est la réglementation, c'est l'État. Nous ne pouvons plus, les collectivités, à l'Est comme les autres, ramasser vos biodéchets. Je regardais les questions qui arrivent, vos biodéchets, et donc pensez-y, éco-compostage, maison individuelle, quant au collectif, les immeubles, donc dans les centres-villes généralement, dans les communes les plus importantes, là où il y a du collectif, il y aura des éco-composteurs collectifs, j'en ai acheté une centaine qui seront répartis sur le territoire, et là ce sont les services municipaux des communes qui vont gérer cet entretien, mais vous serez là aussi appelés à amener vos déchets ménagers dans ces composteurs. Voilà pour les éco-composteurs, donc Madame et Christine, nous allons regarder ce problème, mais ça ne me fait pas plaisir, donc je vais gronder les services. On doit répondre aux gens, c'est une exigence. Sophie, par mail. Bonjour Monsieur Rivin, je me permets à nouveau de vous contacter concernant les déchetteries de l'agglomération. À Salins puis à l'Est, je me suis fait refuser l'entrée avant les 15 minutes qui précèdent la fermeture. Hein, dont une fois l'agent nous hurle dessus en disant qu'il ferme et qu'il a fini son travail. Ben dis donc, ça c'est pas bien non plus. Et ça va m'énerver aussi. Pourquoi les agents se permettent de fermer à 14h45 ? Pour interrogation. Pourquoi nous sommes reçus comme si nous avions commis un crime ? C'est pas bien, ça c'est sûr. Pourquoi partent-ils avant l'heure de fermeture ? De plus, pourquoi les déchetteries de l'agglomération sont toutes ouvertes sur les mêmes horaires? Pour ceux qui travaillent comme moi, il est difficile de pouvoir arriver à l'heure, sauf en se pressant. Pourquoi les horaires ne sont pas plus larges et différentes selon les déchetteries? Je vous remercie pour vos réponses. Cordialement, Sophie M. Alors, Sophie, si vous permettez de vous appeler Sophie, effectivement, votre message m'énerve un peu, pas le vôtre, mais son contenu... et je vous remercie de me le dire. D'une part, je vais là aussi dire au service que, une fois de plus, comme je leur dis à diverses reprises, nous devons accueillir avec dignité tous nos usagers. Donc s'ils manquent de respect, ils seront grondés par leur chef de service et je vais m'en occuper personnellement. Deuxièmement, sur les fermetures, c'est pas totalement normal en plus, mais il peut y avoir une explication. Je n'ai pas eu le temps de demander au service puisque je découvre votre question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il peut arriver du fait du remplissage de certaines bennes, et donc que nous soyons dans l'obligation de fermer un peu avant les déchetteries, puisque une fois que les bennes sont pleines, en fait, globalement, il faut les évacuer et ramener des bennes vides. Et il se trouve qu'il y a des jours où, nous le savons, sur la période d'ouverture, en fait, il faudrait 1 à 2 rotations de bennes, et c'est excessivement coûteux et pas très développement durable. Et donc, c'est vrai que nous essayons de gérer cela. C'est peut-être une des explications, mais je la demanderai, et je demanderai qu'on vous réponde si vous avez, puisque c'est par mail. Nous avons sûrement votre mail pour vous répondre à ces questions. En tout état de cause, il est inacceptable qu'on nous parle mal. Fermer avant, si c'est le cas pour des questions de bennes, on doit dire nous fermons un quart d'heure avant parce que les bennes sont pleines et nous ne pouvons plus accepter de déchets. Ça doit vous être communiqué, mais je vais vérifier cela aussi. Quant aux horaires, effectivement, c'est une question qu'on se pose, mais vous habitez Salins. Si je vous dis, écoutez, aujourd'hui, celle de Saint-Césaire de Gausignan est ouverte jusqu'à 17h30, vous n'allez pas faire 25 km aller, 25 km retour pour aller à Saint-Césaire. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc en fait, elles sont toutes sectorisées et on s'est posé la question. Par contre, sur l'ouverture du dimanche, c'est une en rotation parce que je tiens aussi, parce que vous travaillez, c'est très bien, tant mieux pour vous. Et donc, le dimanche, il y a par alternance des déchetteries ouvertes parce que généralement, c'est le jour le moins travaillé de la semaine. Donc, il faut permettre à celles et ceux qui travaillent la semaine et qui ne sont pas aux heures d'ouverture de pouvoir aller le dimanche. Je sais, il n'y a rien de très simple.
puis je ne vais pas vous mentir non plus, plus d'ouverture égale plus d'agents, égale plus de rotation de bennes, égale des dépenses supplémentaires, donc que le budget parfois a du mal à pouvoir supporter. Pour autant, c'est des réflexions qui sont en permanence, puisque les horaires des déchetteries évoluent régulièrement. Je les ai fait évoluer pour répondre à des attentes. On teste, et si on s'aperçoit qu'il faut d'autres horaires d'ouverture pour répondre à ces besoins-là, eh bien, écoutez, nous évoluerons aussi vers cela. J'ai aucun problème, vous savez, je crois qu'il ne faut pas être conservateur dans cette vie, il faut savoir évoluer en fonction des besoins. C'est en tout cas mon credo du matin, du midi et du soir. Donc merci pour cette question. En tout cas, si nous avons votre mail, je vais demander au directeur du service de vous répondre et d'avoir des explications. Bonjour Monsieur Rivin, Antoine sur Instagram. Je vois que vous êtes fan de sport, ça c'est vrai. Pas que de sport, mais de culture, mais le sport, j'adore. Aussi, je voulais vous demander si vous alliez installer un écran géant, si la France va en demi-finale et en finale de la Coupe du Monde de rugby, s'il vous plaît. Merci d'avance, bonne soirée. Alors, on se pose la question avec Max Roustan, savoir ça. Alors, deux pré-réponses. On n'est pas encore en demi-finale, même si je crois beaucoup et aller la France. Et avec le retour d'Antoine Dupont, tant espéré, nous irons en finale et je crois que nous allons gagner cette Coupe du Monde. Et en tout cas, j'y crois et je l'espère parce qu'on a une très très belle équipe. Pour autant, mettre un écran géant au mois d'octobre, puisque la demi et finale sont fin octobre, c'est pas gagner, puisque voilà, ce sera le soir, donc les problèmes de température. Et puis j'ai une autre pensée aussi pour tous les bars et les établissements qui organisent des soirées autour des matchs, et ça leur permet aussi d'avoir une activité. Donc voilà, il faut qu'on mesure bien, si vous voulez, à la fois permettre notamment aux bars, au RCC ou à d'autres, d'organiser des soirées demi-finales, et je peux vous garantir, ou les restos, et je peux vous garantir qu'en demi et en finale, tous les restos d'Alès vont mettre des écrans géants. Donc du coup, est-ce qu'il faut mettre un écran géant? Voilà, là en l'occurrence, c'est pas une question financière, c'est une question voilà, d'équilibre économique pour nos opérateurs de restaurants et de bars. Et puis, deuxième question, ça sera au mois de juillet, il y aura un peu moins de questions sur la météo. Là, si malheureusement le froid, enfin malheureusement, heureusement, le froid arrive et ou la pluie est là, ça sera dommage. Donc vous, écoutez, on y réfléchit, et pourquoi pas, donc cher Antoine, et en tout cas, allez à France. Virginie sur Facebook, bonjour, pourriez-vous m'indiquer si la date de la consultation citoyenne aux États généraux de la santé est planifiée? Si oui, quand et comment y assister? Virginie M. Eh bien, écoutez, Virginie, merci de cette question. Je suis ravi que vous me la posiez parce que donc j'ai fini de travailler et de valider le questionnaire qui va vous être adressé. Donc, je vais l'enregistrer dans les jours qui arrivent, demain ou après-demain. Donc voilà, donc il va vous être adressé dans les prochains jours, au début de semaine prochaine, et il sera collationné afin de pouvoir vous être retourné. Enfin, les résultats vous seront donnés lors de la clôture des États généraux de la santé, en présence, je l'espère, enfin il me l'a promis, d'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, ça sera au Cratère. Fin octobre, c'est son agenda qui va nous donner la date. Et en tout cas, là, les annonces, je peux vous garantir que le travail de débriefing de tout ce qui a été fourni par les acteurs de santé, les élus, les administrations, c'est des centaines et des centaines de propositions, certaines beaucoup plus importantes en volume que d'autres, mais ça a vraiment de la gueule. C'est un super travail. Je pense qu'on est un territoire mûr pour faire ce genre de choses. Tous les territoires ne pourraient pas faire ça. D'ailleurs, ça a été dit par le ministre et par le directeur général de l'ARS lors de leur venue fin août dernier. Et donc voilà, voilà. Et j'espère que beaucoup de ces mesures seront mises en œuvre, aussi. Donc rendez-vous fin octobre et la semaine prochaine, vous recevrez un message de ma part pour répondre à ce questionnaire, donc principalement qui sera lié sur vos attentes, vos besoins en matière de santé. Bastien Ranck, bonsoir Monsieur Rivin, que pouvez-vous faire pour le personnel et service des urgences d'hôpital d'Alès? Je me suis rendu il y a quelques jours, j'ai vu des professionnels de grande qualité et compétents. Oui, je vous le confirme. Je remercie la prise en charge car ils ont sauvé mon papa. Écoutez, je suis heureux pour vous-même et pour votre papa qui faisait un infarct, mais ils étaient surtout débordés par le flux des patients et le manque de moyens. J'ai été choqué par la violence verbale et physique qu'ils subissent. Vous avez tout à fait raison. J'ai vu un infirmier se prendre un coup de tête. Alors ça, j'ai pas eu ce retour, mais c'est scandaleux. Et ça me met très en colère. Un autre se faire copieusement insulter. J'ai sincèrement de la peine pour eux. Merci pour votre réponse. Écoutez, Bastien, très sincèrement, je suis choqué par ce que vous m'annoncez. En tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, je n'ai pas ces informations. Et donc, je vais demander au directeur quand même de m'informer. Et j'espère que les plaintes ont été déposées parce que c'est inacceptable. Inacceptable. La violence est inacceptable, mais en plus vers du personnel dévoué de la santé, c'est encore plus inacceptable. Vous avez raison.
il y a un vrai problème de flux aux urgences. Alors déjà, je vous annonce que j'ai pu obtenir avec le directeur de quoi financer une extension des urgences, hein, puisque enfin, elles ont été construites pour 25 000 passages par an. On est aujourd'hui à 45 000 passages, donc elles sont trop étroites. Et donc, c'est des conditions de travail un peu compliquées. Donc, les travaux vont débuter, mais ça prend un peu de temps. Il a fallu avoir les crédits. Voilà, ça s'est obtenu. Et je remercie le directeur général de l'ARS, Didier Jaffre, pour cet accord. Ensuite, vous voyez, c'est une des... Je ne vais pas dévoiler un des résultats des États généraux de la santé, mais à travers ce que vous dites là, on voit la difficulté aujourd'hui des services des urgences sur l'embolisation créée par les patients, contrairement à votre papa, qui viennent pour des soins, ce qu'on appelle les soins non programmés ou le premier recours. C'est-à-dire que quand vous avez un médecin traitant, vous prenez rendez-vous chez votre médecin traitant pour une angine, pour une petite grippette, pour des choses qui ne nécessitent pas de l'urgence. Quand, comme 10 000 habitants du territoire et des millions de Français, vous n'avez plus de médecin traitant, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et là-dessus nous avons des idées, eh bien écoutez, vous avez une maladie, vous avez besoin d'antibiotiques, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez aux urgences, ce qu'on appelle vous embolisez les urgences, c'est-à-dire que c'est pas des urgences. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien écoutez, les patients nécessitant des urgences parfois se retrouvent dans des situations, comme votre papa, dans des situations complexes. Donc comment faire alors que les urgences sont ouvertes à tous, hein, puisqu'elles acceptent tout le monde, et c'est la grande force de l'hôpital public et des urgences, mais beaucoup qui n'ont rien à y faire parce que ce n'est pas des urgences vitales. Vous direz quand c'est cassé une jambe et qu'on souffre, qu'on s'est coupé, quand on a des soupçons effectivement de maladies cardiovasculaires importantes, des choses. Voilà, il faut garder les urgences pour ça. Et j'appelle tout le monde à dire si c'est juste entre guillemets pour des antibiotiques ou pour du Doliprane ou parce que voilà, il faut vraiment éviter d'y aller. Et le lendemain, on trouve de quoi aller dans d'autres lieux, voir les urgences le matin. Mais c'est vrai que la nuit, les urgences prennent une autre dimension parce que c'est le seul recours avec la maison médicale de garde qui est à côté, qui ferme à minuit avec les médecins d'Alès, qui permettent là aussi de prendre ce qu'on appelle entre guillemets la bobologie, c'est-à-dire ce qui n'a pas besoin des urgences. Voilà. Donc c'est une des solutions que nous allons proposer dans le cadre des États généraux du cœur de ville. Après, je le redis aussi, c'est de l'engagement personnel. Il faut que chacun d'entre nous, et je jette la pierre à personne en disant ça, hein, parce qu'on peut avoir très peur pour ses parents, pour ses enfants, pour son conjoint, pour sa conjointe, par rapport à quelque chose, mais il faut aussi essayer de passer par le centre 15, ce qu'on appelle la régulation, expliquer ce qu'il en est, et on verra par des médecins qui nous régulent en cas de problème, si on a besoin d'aller aux urgences, et éventuellement aux urgences peut-être dans des CHU, suivant ou appeler le SAMU, ou appeler l'hélicoptère. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on fasse tous un effort, parce que de toute façon, l'hôpital public bon, n'est pas extensible, les finances ne sont pas extensibles, et malgré tous les efforts déployés par les uns et les autres, c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, je redis, ces histoires de violence verbale et physique sont inacceptables, et pour ma part, en tout cas en tant que président du conseil de surveillance, j'irai au bout des plaintes pour défendre nos personnels soignants, parce que si on les dégoûte de faire ce métier, eh bien, je peux vous garantir qu'on pleurera demain de ne plus avoir d'urgence, et ça, il est hors de question que ça arrive. Donc merci Bastien pour votre message, j'espère que votre papa va mieux, et en tout cas, voilà, c'est des problématiques contre lesquelles malheureusement on ne peut pas tout, mais sur lesquelles je m'engage. Sancho sur Insta, je suis à nouveau impressionné. Bonsoir, je suis nouveau à l'Est. Bah, bienvenue Sancho, et impressionné par tout ce qui se fait. C'est sympa, je vais passer ce week-end en famille la semaine Sénol, j'ai vu passer le programme, ça a l'air génial, merci, j'ai hâte. Ben voilà, pas plus à dire. La semaine Sénol, c'est cette semaine. Vous savez, vendredi soir, Taureau à la broche, mais toutes les places ont été vendues, 650 tickets en une matinée vendus. Mais enfin, pour ceux qui n'auront pas de place, vous pouvez venir au feu d'artifice du vendredi soir, du spectacle au Fort Vauban, et puis tout le week-end, toutes les animations, à la fois place des Martyrs de la Résistance, une nouveauté, toute la rue Albert Ier, côté de la mairie, et tout le jardin du Bosquet et le Fort Vauban. Alors là, les petits et les grands vont se régaler, et pour celles et ceux, s'il en reste, qui souhaitent se costumer, comme nous serons, le maire et moi, et les élus, et beaucoup de personnes avec nous, ben vous pouvez aller, je crois, à l'espace Caso, trouver de quoi vous costumer. C'est un chèque de caution, et venez avec nous. Ben écoutez, c'est important de faire la fête. J'ai vu que certains se gaussaient un peu de tout ça, parfois même dans la presse, dans des éditoriaux un peu scandaleux, hein, puisque certains pensent que Alès n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, mais peut-être ses habitants sont peut-être moyenâgeux. Je vous réserve le moment venu
mes réponses parce que je trouve ça totalement anormal et insultant pour les Alésiennes et les Alésiens, mais je leur dis juste que le Moyen-Âge a aussi eu lieu à Alès, comme dans toutes les villes de France, parce que oui, Alès existait au Moyen-Âge. Hein, voilà. Il n'y a pas eu que à Sommières ou que à Uzès. Bon voilà, quand on écrit dans la presse, ça serait bien aussi de ne pas insulter les habitants qui vous achètent matin, midi et soir. À bon entendeur, salut. Mais sachez que c'est inacceptable. Voilà, c'est dit, c'est dit. Ça fait du bien de temps en temps de dire ce qu'on pense aussi, ce qu'on a sur le cœur. Thomas sur Facebook. Mon fils est de bonjour Monsieur Rivin. Mon fils est revenu du collège il y a quelque temps me disant que vous lui avez remis un fascicule sur le harcèlement scolaire, déclenchant une discussion de famille, super, sur ce sujet d'actualité, mais qui existe malheureusement depuis toujours, oui, et c'est regrettable, ça c'est sûr. Grâce à cela, nous avons pu engager cette conversation, ce qui n'était pas jusqu'alors évident avec les ados, fiers et pudiques. Merci pour ça et ces actions qui sauveront des vies. Je croise les doigts et je l'espère. Enfin, voilà. Merci cordialement et bonne soirée. Thomas. Mais écoutez Thomas, vous me donnez l'occasion de rappeler notre engagement. Moi, c'est un engagement très très ancien. Hein. J'avais 11 ans comme délégué de mon collège à l'école. C'est quelque chose toujours qui me prend au trip et rien que d'en parler encore, j'ai un peu d'émotion quand je vois ces jeunes qui mettent fin à leur jour suite à du harcèlement, qu'il soit par les réseaux sociaux ou par des enfin, ce qu'on appelle des copains. Voilà. Donc nous avons voulu, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, que nous travaillons au sein du CLSPD, Conseil local de prévention et de sécurité de la délinquance, au sein de la ville d'Alès, pour essayer de trouver les moyens de lancer quelque chose d'un peu de différent de ce qui se passe. Voilà, j'ai vu que le gouvernement s'engageait aussi dans cette mesure et c'est très bien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai souhaité éditer des plaquettes que j'ai été distribuer, les élus avec moi, les services enfants-jeunesse, et j'ai discuté moi-même avec beaucoup de jeunes qui sont très à l'écoute de ces discussions pour leur expliquer l'enjeu de cette lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et surtout les risques et les dangers qu'ils en encourent. Et j'ai souhaité faire une plaquette totalement différente de tout ce qui se fait ailleurs, en expliquant juste en quoi on peut devenir demain, sans parfois le savoir ou sans le vouloir, un harceleur. Donc c'est une plaquette très simple et cette plaquette, je le dis à vos enfants, je souhaitais qu'ils en parlent avec vous le soir à la maison, que vous échangiez à la fois sur ce qu'on fait, et ce qui parfois peut avoir des conséquences dramatiques, et surtout ce qu'on risquait également. Et puis surtout aussi, pour si on voyait des petits camarades en souffrance, eh ben de venir les accompagner pour faire en sorte que le drame n'arrive pas. Hein. Enfin bon, voilà, moi ça me rend fou. J'ai jamais été victime de harcèlement, mais ça me rend fou de voir ces jeunes gens dont la vie est foutue, qu'ils meurent ou pas. Parce que quand vous êtes harcelé sur votre physique, sur votre orientation sexuelle, sur votre sexe, sur votre couleur de cheveux, sur je ne sais quoi, votre vie est quasiment bousillée. Et ça, moi, je veux aussi qu'on continue à lutter, tous ensemble. Et moi, j'appelle les parents d'élèves, les enseignants qui s'engagent à être à nos côtés pour dire stop et ne pas avoir la moindre pitié pour celles et ceux qui commettent ce type de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Nous devons être forts, nous devons être debout et nous devons sanctionner. Et puis c'est même une leçon pour celles et ceux. Ils ne sont pas des harceleurs à vie, ces jeunes-là. Ils sont juste bêtes dans cette période-là. Ben, aidons-le à devenir moins bêtes le plus rapidement possible. Ça peut sauver des vies. Et je peux vous garantir que si même on en sauve une ou deux, ben, je serai le plus heureux des hommes. Étant grand-père moi-même, c'est quelque chose qui me fend le cœur quand je vois ces trucs. Donc je pense, il y a une pensée d'ailleurs pour les familles, heureusement pas du territoire, qui subissent ce genre de choses inacceptables. Et je demande aussi à l'éducation nationale de réagir mieux que dans les Yvelines, et deuxièmement, de ne pas sanctionner le jeune harcelé, mais le jeune harceleur. Là aussi, il faut remettre les choses dans trop longtemps, on a fait partir des collèges et des lycées ceux qui étaient harcelés. C'est inacceptable pour moi. Et ça, c'est la vraie politique, c'est la politique qui s'occupe des gens. Voilà. Et donc, tous ensemble, nous devons lutter contre ce fléau. J'avance parce que je vois l'heure, il est moins le quart, mais j'ai vu du retard. Donc, peut-être je finirai à 20h15. Hein. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de questions. Vous voyez, c'est des sujets qui me prennent aux tripes. Voilà. Isabelle Parmet, la ville bruisse. Ah bon, la rumeur enfle. Oula. Méfions-nous des rumeurs. De quoi s'agit-il? L'inquiétude s'accroît. Oula. Nous nous sommes retrouvés dans les rayons de la librairie. Ah, oui, je vois. De notre ville, quelques habitués venant vérifier ce que dit la ville depuis plusieurs jours, Soramps serait menacé de fermeture. Aussi, si ce courriel se révélait n'être qu'une inquiétude sans fondement, nous en serions soulagés. Dans le cas contraire, rendre visibles les difficultés pourrait peut-être permettre un éclairage constructif et, sait-on jamais, une recherche de solutions et à minima un article d'information. Bon, merci de votre attention, Isabelle. Des logis. Voilà. Alors,
effectivement, moi, enfin, malheureusement, je ne vais pas vous apporter une réponse ce soir, ne la connaissant pas moi-même. Cette rumeur est venue aussi à mes oreilles, j'ai posé les questions. C'est vrai qu'il y a du souci auprès de la librairie Soramps, semble-t-il. Alors, c'est pas récent, hein. Voilà, déjà plusieurs années avant que celle-ci ne soit reprise. On annonçait le dépôt de bilan de Soramps, la société Soramps en général, hein, qui n'est pas qu'à Alès, hein, qui est dans la maison mère à Montpellier. J'avais vu le repreneur, François Fontès, le grand architecte bien connu, qui s'était engagé à aider Alès. L'ancienne directrice Roberta Pouget, que vous connaissez bien, avait tout fait pour sortir du groupe la librairie Soramps, puisque à l'époque, j'avais vu les chiffres, Soramps en Cévennes, Alès, était comment dire, rentable, contrairement à Soramps d'ailleurs, hein. Bref, ça peut s'expliquer dans des villes plus grandes, avec des surfaces commerciales extérieures plus grandes, bon, peut-être, la librairie indépendante n'avait moins de place. Donc on n'avait pas réussi, mais on avait conforté cette librairie. Bon, Roberta est partie à la retraite, Eric est arrivé. Donc sachez juste que je ferai tout ce qu'il faut pour sauver Soramps. J'ai même proposé à l'époque, hein, des locaux pour que ça se développe, des aides de la collectivité, voilà, pour faire en sorte de sauver cette librairie indépendante, une des dernières de France. Et donc nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et il n'est pas très important en la matière, pour sauver cette, enfin pour sauver, pour faire en sorte que ça perdure. Pour l'instant, je ne vous annonce pas la fermeture de Soramps ne le sachant pas moi-même. Attention aux rumeurs, attention au bruit. Mais c'est sûr que vous avez vu que, tout comme moi, que les rayons se vident, et voilà. Mais c'est vrai que Soramps semble souffrir au niveau. Voilà. Donc nous sommes en vigilance et nous ferons tout pour sauver cette librairie, ce commerce très important du cœur de ville d'Alès, ce lieu de culture que j'ai promu aussi dans le cadre de la capitale française de la culture. Après, moi j'ai un conseil à vous donner, à toutes et tous. Allez-y, achetez. Achetons tous des livres, parce que le livre, effectivement, pour faire marcher les librairies, il faut acheter du livre. Il faut acheter du papier. Alors, si on va tous sur Internet pour lire des livres, si on a tous à la médiathèque, où il faut aller, hein, la médiathèque communautaire Alphonse Daudet, la superbe MAD, qui est là aussi pour vous, achetons des livres. Voilà. Et c'est comme ça, voilà. Et donc, j'en profite pour dire, c'est pour ça qu'avec Max Roustan, quand il a souhaité relancer le Cabri d'Or, que je perpétue, que j'essaie encore de dynamiser avec le Cabri d'Or des lycéens, dont nous parlerons très prochainement, dès l'année prochaine. C'est pour promouvoir le livre, c'est quelque chose, vous savez, qui nous tient à cœur sur Alès, avec la première médiathèque que nous avons fait en 2001, la seconde, la nouvelle MAD, tout le réseau de médiathèques de l'agglomération. C'est sculpture de livres en cœur de ville, c'est pas juste pour faire des sculptures, c'est pour rappeler l'importance du livre, du papier. Ouais, moi je suis encore avec le papier, je suis un peu vieux jeu. L'odeur du papier, l'odeur du livre, c'est important. Donc bien sûr que nous croisons les doigts et nous ferons tout ce qu'on pourra pour sauver. Donc je suis avec vous dans cette aventure comme dans d'autres. Donc voilà, on croise les doigts et si j'ai des informations, ben bien sûr je vous les communiquerai et on fera en sorte de tout faire pour aider. Blandine Castanet-Charrois, ben oui je donne les... Mais des fois, je ne donne pas les noms, enfin peu importe. Association ATD Carmonde, par mail. Lors d'une action citoyenne de ramassage des déchets samedi 23 septembre dans les quartiers de la Royale Covelle et Rochebelle, nous avons constaté auprès des habitants qu'il manquait des équipements poubelles devant les écoles, containers de tri. Souhaitons également en savoir plus sur le nettoyage des voiries de ces quartiers, les lieux de fréquence, nettoyage. Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, les organisateurs. Donc, ils sont 4, Emmanuel, Laïla, Marilyn et Blandine. Bon, tout d'abord, bravo et merci pour ce que vous faites. Donc j'ai suivi ça de près, hein, donc ces associations collectives JECI, ATD Carmonde, les habitants de la Royale et les habitants de Rochebelle. Oui, vous avez raison, c'est pas le quartier, on va dire, qui donne le sentiment d'être le plus propre, parce que c'est un quartier qui rencontre beaucoup de travaux. Rochebelle, bien sûr, vous l'avez vu, et pendant ces travaux, c'est vrai que ça donne pas ce sentiment. Voilà, mais quand ce sera fini, ça sera magnifique. Covelle-la-Royale, nous refaisons le quai, mais nous faisons des travaux. Le quai sera magnifique. Là, est en train, je crois que les traçages au sol vont avoir lieu cette nuit ou demain. Donc, concernant deux choses, et je pourrais vous diffuser des photos d'ailleurs, parce que vous savez, je passe beaucoup de temps dans la ville et dans l'agglo. Je passe beaucoup, je prends des photos. Vous savez, avec les téléphones portables, c'est facile, clac, on prend les photos. Je vais vous dire quelque chose, et vous l'avez constaté parce que vous avez fait un super boulot le week-end dernier, qui s'est vu. Ben écoutez, même les endroits où nous avons suffisamment de bacs, suffisamment de lieux, voilà, il y a des gens qui n'appliquent pas les consignes. Donc ça, c'est pas normal. Donc d'une part, j'ai lancé l'acquisition par l'agglomération de centaines de bacs nouveaux, des colonnes de regroupement, des bacs de regroupement collectif, mais ça met le temps à arriver, et ça se déploie sur toute l'agglo, il n'y a pas qu'à l'est dans l'agglo, hein. Donc voilà, les cartons, les colonnes de carton, les papiers, les emballages, nouvelles consignes de tri, et bien sûr, il manque toujours. Mais je rappelle deux choses, c'est que l'objectif, c'est de réduire nos déchets. Donc si je mets des bacs partout, ben, on sait que ça va créer des déchets.
Donc c'est l'objectif en ayant des bacs, des petites déchetteries locales avec un container sur le verre, bien sûr, important, un container sur les papiers, cartonnettes, un container sur les cartons, un container sur les emballages plastiques, tous les emballages, et puis un container demain, soit un éco-composteur collectif, soit individuel, eh bien on va avoir tout ça. Mais on ne laisse pas ces encombrants. Le nombre de matelas, de sommiers que j'ai vus dans ces quartiers, notamment, je le dis, hein, autour de Rochebelle, tout ça, c'est inacceptable. Donc moi j'ai mis en place une brigade environnement et je le dis et je l'assume. Eh bien, écoutez, on cherche qui les met et on verbalise, c'est 1500 € pour ceux qui suivent. Vous avez un numéro de téléphone, vous prenez rendez-vous et on vient ramasser à une date précise les encombrants. C'est pas un déménagement, les encombrants c'est ceux qui y a en plus. Et je rappelle pour ceux qui achètent un meuble, frigo, voilà, que votre vendeur doit vous reprendre l'ancien. C'est pas la collectivité, donc à nous de payer ça. Voilà. Donc soyons tous un peu plus responsables. Il y a assez de bacs. Dans l'idéal, il y a assez de bacs. Ils sont dimensionnés sur l'agglomération par rapport à la production moyenne. Sauf qu'effectivement, c'est pas toujours utilisé à bon escient et beaucoup exagèrent. Donc faisons tous un effort là aussi. J'en parlais tout à l'heure pour un autre sujet. Il faut qu'on fasse un effort collectif. La vie en société, c'est ça. C'est que chacun fasse un effort. L'aglo, en l'occurrence, n'est pas là pour gérer toutes, excusez-moi du terme, mais je le dis, les merdes des uns et des autres. Voilà, on est là pour éliminer vos déchets, mais c'est vous qui les produisez, pas l'aglo qui les produit. Donc plus on produit des choses et surtout on ne les met pas là où il faut, eh bien écoutez, moi, les éboueurs, ceux qui entretiennent la ville en propreté, écoutez, c'est pas des larbins qui sont là pour ramasser les merdes de chiens toute la journée, ramasser les papiers par terre. Voilà, ce sont des employés municipaux qui sont là pour rendre la ville belle, mais pas pour ramasser ce que les gens jettent. Il faut le comprendre, ça aussi. La citoyenneté, c'est ça. L'éducation, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tous un effort. Donc moi, vous l'avez fait, là. Bravo à vous quatre et à ceux qui vous ont accompagnés. Je vous remercie au nom de la collectivité. On va essayer de toute façon, il va y avoir des nouveaux bacs qui vont arriver dans les mois prochains, des lieux qui vont être améliorés. Tout n'est pas parfait sur ce quartier, mais que ce soit Rochebelle, sur lequel nous réfléchissons à des lieux pour collecter. Effectivement, quand on trouve des pneus, enfin, il y a une déchetterie, c'est celle en l'occurrence des salles du Gardon, qui prend tous les pneus, gratos. Ben, pourquoi on les met dans la rue? Et puis après, si on passe, on met le feu. C'est un truc de dingue. Les canapés, des trucs comme ça, on peut les amener dans une déchetterie, les donner à celui à qui vous avez acheté un nouveau canapé, ou les amener. Voilà, on n'est pas obligé de les mettre dans la rue. C'est tout le monde qui en subit les conséquences. Et vos impôts ne sont pas faits pour ramasser les incivilités des uns des autres. Donc oui, il faut collectivement faire un effort, mais il faut aussi que nous en fassions. Et donc, je peux vous garantir qu'on va essayer d'améliorer la situation, mais pas seul, c'est ensemble. Voilà, je continue, vous voyez, comme quoi j'arrive à rattraper mon retard. Et bravo, en tout cas, je le redis, ça c'est une action citoyenne. Je vous félicite. Eric Ali. Bonjour, monsieur Rivinck. Je m'appelle Alain, pas Ali, en l'occurrence, Eric. Nous habitons, je ne donne pas l'adresse quand même, à Alès. Serait-il possible de faire installer une caméra au niveau des places de parking parce qu'il y a beaucoup de passages à vive allure, des vols de pièces sur les voitures, c'est des enjoliveurs, espérons avoir une réponse de votre part et remercie l'intérêt que vous portez à la ville. Bah écoutez, cher Eric, c'est pas aussi simple que ça. Parce que mettre des caméras partout, c'est pas possible déjà techniquement, puis voilà. Par contre, je sais pas comme ça, parce que je découvre votre question, il faut regarder s'il n'y a pas des caméras à côté. Alors sur la vitesse, ce ne sont pas les caméras qui permettent de verbaliser, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, il y aura de la vidéo-verbalisation par caméra, sur les vitesses. Ça peut régler un certain nombre de problèmes, mais après, il ne faudra pas venir me voir en disant bah, « j'ai pris un PV hein, », parce que je pense que tous, on peut se regarder aussi de temps en temps, les 50 à l'heure, les 30, les 20, y compris sur la rocade, où c'est à 50 à l'heure, pour des questions de pollution, de bruit et de sécurité routière, notamment pour les vélos, je le redis, hein, parce qu'on râle tous sur la rocade, on veut que devant chez soi on roule à 30 à l'heure, mais sur la rocade, rouler à 90, ça ne nous gêne pas. Sauf qu'il y a des gens qui habitent, et puis il y a des vélos qui roulent sur la rocade, et donc 50 à l'heure, ça fluidifie le trafic, ça pollue moins l'atmosphère, ça fait moins de bruit pour les riverains, et ça met plus en sécurité. Voilà, donc on est un peu tous un peu pareil. On appelle la bipolarité parfois, c'est-à-dire je suis devant chez nous calme, et alors je dis pas pour ça pour vous, hein, Eric, j'en profite pour parler de la vitesse, puisqu'on en parle beaucoup, imaginez, je peux pas mettre des dodanes tous les mètres 50 dans la ville, je peux pas mettre des radars de vitesse tous les 50 mètres dans la ville, c'est pas possible, et puis en plus je crois que pas envie que ça devienne une ville fermée complètement. Par contre, il faut effectivement, notamment sur les vols de voitures, ne pas hésiter bien sûr à porter plainte, à nous prévenir, suivant les caméras, même si elles sont pas dans la rue. Le commissariat de police, les enquêteurs arrivent à recouper et on arrive à élucider beaucoup de faits. Donc n'hésitez pas, je pense que pas loin de chez vous, il doit y avoir quand même des caméras qui nous permettent de voir qui rentre dans la rue, qui en sort. Ah, mais voilà. Quant à la vitesse, effectivement, là aussi, on parlait de citoyenneté, de civilité.
C'est vrai que j'en appelle là aussi à l'effort de chacun, mais rassurez-vous, nous montons des opérations avec la police nationale, la police municipale, avec monsieur le sous-préfet, pour essayer de temps en temps voilà, de verbaliser. Vous savez, on n'est pas élu pour verbaliser les gens. Hein. Quand on verbalise, c'est un échec quelque part. C'est pas un plaisir en tout cas. Mais par contre, pour protéger nos enfants, nos seniors et nous-mêmes, ben, s'il faut verbaliser les excès d'indélicatesse, pour parler gentiment, eh bien nous le ferons. Et donc nous le faisons, mais nous avons 500 et quelques kilomètres de voirie. C'est pas très simple. Mais je prends en compte et je vous ferai regarder par les services de la police municipale, Eric, pour voir dans votre rue, vous aurez une réponse, je demanderai que vous soyez contacté pour regarder ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas mettre des caméras devant toutes les portes. D'une part, ça fait un peu Big Brother et c'est pas mon style. Et deuxièmement aussi, financièrement et techniquement, c'est pas tellement possible. Alors, état général de la santé, ça, il y a une deuxième question. Alors, bonjour, monsieur Rivin, je viens de recevoir ma taxe foncière, ma TF, je pense, taxe foncière, elle augmente alors que vous nous avez dit que vous ne l'aviez pas augmentée. Comment ça se fait, Georges T. Durieux? Ben, cher Georges, ben, vous me donnez une occasion en or de parler de fiscalité et peut-être là aussi de répondre un peu au président de la République dimanche soir sur la télé, à son émission. Alors d'une part, je vous confirme, oui Georges, depuis plus de 20 ans, pour pas dire plus, je ne sais plus la date en tête, nous n'avons pas augmenté la taxe foncière sur Alès et je ne dis pas l'agglomération parce qu'il y a eu des fusions, donc c'est un peu compliqué, certains l'ont vu baisser d'ailleurs. Que les choses soient claires. Pour autant, vous comme moi, lorsque nous avons la chance d'être propriétaires, et nous payons plus qu'un seul impôt, la taxe foncière, là je vais dire du bien du gouvernement, ben voilà, parce qu'il faut être juste. Je rappelle juste que la taxe d'habitation que nous payons, plus de la moitié des Alésiens en l'occurrence, c'est plus difficile de donner un chiffre sur l'agglomération, mais payer cette taxe d'habitation, on ne la paye plus. Voilà, c'est donc une économie pour certains entre 6, 700, 800 jusqu'à 2500, 3000 euros. Donc c'est une économie. Nous ne payons plus que pour les propriétaires la taxe foncière. Je ne parle pas de la TOM, je le mets à part, c'est un service. Je parle de foncier. Et cette taxe foncière aujourd'hui, elle a augmenté par décision de l'État. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. Or, nous avons eu beaucoup d'inflation de 7,1%. D'accord? Donc nous avons tous notre taxe foncière augmentée 7,1%, pas plus. Nous, la ville, nous, l'agglo, nous avons décidé zéro d'augmentation, contrairement à d'autres villes, elles ont été citées par le président de la République, comme Paris, plus de 50%. Voilà. Parallèlement, contrairement à ce qui est dit par nos gouvernants, c'est que nous avons perdu des recettes. Parce que si certaines de nos recettes sont indexées, c'est-à-dire affichées par rapport à la hausse de la consommation, l'État décide à notre place aussi des dépenses qu'ils nous rendent obligatoires. Quand ils augmentent le point des fonctionnaires territoriaux, et c'est très bien pour eux, c'est très bien pour le pouvoir d'achat, ne faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est des dépenses que nous supportons. Quand l'électricité augmente de façon considérable, même si ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est le gouvernement qui laisse dériver ces prix de l'énergie. C'est donc des dépenses qui nous sont demandées de façon supérieure. Je vous l'ai présenté sur l'électricité, comme nous ne pouvons pas être au tarif régulé de la ville et l'agglo, nous sommes passés quasiment de 60 euros le mégawattheure à 500 euros cette année par le prix du marché. Donc ça, c'est des dépenses supplémentaires pour la collectivité. Et donc d'un côté, nous avons des recettes fixes. Alors certes, l'État nous compense la taxe d'habitation. Mais il faut bien entendre une chose, c'est que à travers des reversements de TVA, mais qui ne sont pas d'impôt local, qui sont d'impôt national, mais après, la seule chose sur laquelle nous, les élus locaux, pouvons avoir ce qu'on appelle le pouvoir de taux, c'est-à-dire le pouvoir de lever l'impôt, c'est la taxe foncière. Et la taxe foncière, entendez bien ce que je vais vous dire, parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, je paye l'impôt, j'ai droit, j'ai droit ». Ça, c'est très franco-français d'ailleurs. Oui, on a droit, l'impôt nous donne des droits, aussi des devoirs, mais il nous donne des droits. Mais savez-vous, écoutez bien ce chiffre, et j'ai revérifié tout à l'heure, si nous prenons en compte l'ensemble des dépenses faites par la ville d'Alès, Alès Agglomération, du budget général, c'est-à-dire ce qui est le service public de proximité. Dedans, vous avez les écoles, vous avez les routes, vous avez l'éclairage public, vous avez la culture, vous avez le sport, vous avez le développement économique. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait au service de la population, les crèches, les centres de loisirs. Si vous prenez la ville d'Alès, Alès Agglomération, d'accord? Donc les deux services services publics territoriaux. Si nous prenons budget de fonctionnement et budget d'investissement, quand nous construisons des écoles, des crèches, voilà. Nous prenons tout ça en dépense. C'est ce que nous dépensons chaque année. Et que nous mettons à côté les recettes que nous percevons, ville et agglo, de la taxe foncière, c'est-à-dire des seuls impôts que nous payons
enfin que seuls les propriétaires paient. Ceux qui ne sont pas propriétaires ne paient pas la taxe foncière. C'est-à-dire pour 100 € dépensés, nous encaissons 18 €. D'accord? Ça veut dire que quand vous avez un service public qui vous est rendu, c'est tous les services publics territoriaux, hein, il est trop long pour vous les expliquer, mais si un jour ça vous intéresse, je vous expliquerai tout ce qu'on fait. Du 1er janvier au 31 décembre, de 0h du matin à minuit, H24, 7 sur 7, parce que nous sommes toujours présents, la police municipale, la police rurale, les services de la voirie, les services de la propreté, les poubelles, l'eau, l'assainissement, je ne les compte pas dedans les budgets, hein, encore, hein, c'est pas le budget général, mais enfin c'est des services que nous rendons, nous sommes présents H24, 7 sur 7, c'est ça le service public territorial, c'est ce qui fait la France. Et si je suis un ardent défenseur des territoires, je suis un ardent défenseur de cette politique territoriale dépolitisée, contrairement à ce qu'ils font à Paris, là, hein, les politiques politiciennes qui commencent à embêter tout le monde, hein, qui fait des clans. Nous, ici, on rassemble dans l'intérêt général, et donc sur 100 € de dépenses, et nous, sur l'agglo, si on construit, on est à plus de 250 millions d'euros par an dépensés pour le service public. Ce que vous demandez que nous fassions, quand vous demandez des poubelles, quand vous demandez des caméras, quand vous demandez, voilà, et ça ne prend pas en compte la santé hospitalière, ça prend en compte la santé municipale. Ben, c'est l'argent qu'il nous faut. Et donc sur 100 €, entendez bien, nous prélevons dans nos porte-monnaies de propriétaires 18 €. Voilà, donc j'ai droit. Vous voyez que voilà, ça veut dire que moins de 20%. D'accord? Quand vous avez un service rendu. Je prends pour seul exemple, si vous avez un enfant dans une école d'Alès, ou de l'agglo, mais je parle d'Alès parce que je connais les chiffres. Un enfant nous coûte, en fonctionnement en l'occurrence, hors investissement, à peu près entre 1200 et 1500 € par an. Dedans, il y a le fonctionnement de l'école, on a les ATSEM, on a tout ce personnel hors éducation nationale. Donc vous voyez, déjà si vous avez 2 enfants scolarisés et que vous payez 900, 1000, 1200, 1300 € de taxe foncière, vous n'avez pas payé une année d'un de vos enfants. D'accord? Donc voilà, il faut bien l'avoir. Alors, je vous dis ça pour que vous ayez cette information, et je vous dis ça surtout pour que vous compreniez, et je suis tout à fait prêt à vous expliquer cette structure, parce que on ne peut pas penser tout le temps que l'impôt est pas nécessaire. Voilà, on paye 18 € sur 100 € de dépenses globales sur ce territoire, Alès-Agglo et Ville d'Alès, et je ne compte pas les autres communes, parce que je n'ai pas leur budget en tête, mais si on consolidait les 72 communes et l'Agglo d'Alès, ce serait à peu près pareil, hein. Voilà, rapporté au truc. Voilà, je voulais vous dire ça quand même. Ça me paraît important parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on me dise, j'avais une réunion l'autre jour, ouais, mais avec tous les impôts qu'on paie, on a la rue qui est sale, tout ça. Ouais. Bon, la rue est sale. Pas toutes les rues d'Alès non plus, il y a des rues sales, il faut taper dessus. Vous m'envoyez les photos et on le fait régler. D'ailleurs, les photos qu'on m'a envoyées le mois dernier, j'ai fait intervenir le service, j'ai été vérifié, ça a été nettoyé. Donc ça sert aussi à ça, parce que je ne peux pas tout voir, même si je suis présent, il faut aussi mettre les services. Mais voilà, il faut. Donc peut-être que nous aurions dû d'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée, hein, augmenter un tout petit peu la taxe foncière pour nous donner de la latitude. Mais sachez que cette année, 2023, ben, on a eu beaucoup d'augmentation du personnel, peu d'augmentation de l'État, des dotations, beaucoup d'augmentation de l'énergie. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez beaucoup d'augmentation de dépenses de fonctionnement, avec des recettes qui augmentent moins vite, ben en fait, la différence entre les dépenses et les recettes fait que la différence entre ces recettes, qui sont plus élevées que les dépenses, heureusement, sinon vous êtes en déficit, et bien plus cette marge entre les recettes et les dépenses diminue. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle l'autofinancement, comme dans un ménage. Moins vous investissez, moins vous faites d'école, moins vous faites. Voilà. Il faut le comprendre. Nous avons la chance d'avoir des belles structures financières sur la ville et sur l'agglo, parce qu'après 30 ans de gestion, eh bien, écoutez, on a tenu la baraque, hein, on ne dépense pas de façon inconsidérée, mais ça nous a permis notamment une stabilité fiscale, ce que beaucoup de villes de France n'ont pas pu obtenir. Voilà, je voulais vous dire ça sur cette question. Donc oui, cher, alors comment vous appelez, cher Georges T. Durieux, non, nous n'avons pas augmenté les impôts, promis, c'est facile à vérifier. Mais par contre, ils ont augmenté de 7,1%, décision de l'État, qui nous a augmenté beaucoup nos dépenses par ailleurs. Mais bon, voilà, augmenter les fonctionnaires pour qu'ils puissent subir l'inflation, c'est aussi une chose naturelle. Beaucoup de salariés ont été augmentés dans les entreprises pour pouvoir subir cette inflation, que je crois d'ailleurs et que nous espérons qui va fortement diminuer pour pouvoir reprendre une actualité et une vie normale. Donc voilà, en tout cas, je vous le dis, hein, sur ce territoire, j'ai quand même la faiblesse de penser que nous vivons mieux qu'ailleurs, et je ne ferai pas de comparaison, mais je pense qu'effectivement la qualité de vie, à en croire toutes celles et ceux que je rencontre quotidiennement, est quand même assez agréable, et que nous ne payons quand même, malgré tout, pas beaucoup d'impôts locaux, toujours trop, on est d'accord, hein, toujours trop d'impôts, mais ces impôts, ça ne rentre pas dans nos poches, c'est réinvesti dans justement le territoire. Et je ne vous parle pas de l'eau,
et de l'assainissement, hein, qui en plus de ces dépenses-là, qui sont payées par les factures, la création de l'AREAL en régie, hein, au niveau de l'agglomération, depuis le 1er janvier 2020, nous a permis de garder une eau accessible financièrement, toujours trop cher là aussi, mais vous savez que si on nous faut économiser de l'eau, on ne peut pas la faire totalement gratuite parce que tout le monde comprend bien que si l'eau est totalement, on ne pourrait pas d'ailleurs financièrement, mais si l'eau était totalement gratuite, on la gaspillerait un peu. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle les injonctions contradictoires entre la volonté de peu faire payer et la volonté de protéger la ressource dans l'eau comme dans le reste. Donc voilà beaucoup de sujets dont nous pourrons parler. Et donc j'ai Kylian du Sud. Olé, est-ce qu'il y a un projet d'une ligne de train à l'SBC? Ah, oui, oui, bien sûr qu'il y a un projet, cher Kylian, d'une ligne de train à l'SBC, donc, mais c'est la région Occitanie qui le porte. Donc c'est un projet ancien, donc ça avance. En tant que président du SMTBA, le syndicat mixte du transport du bassin d'Alès, c'est aussi quelque chose sur lequel nous sommes partenaires avec la région. Bon, il ne faut pas l'espérer avant 2027-28 parce que c'est compliqué. Puis il y a la SNCF. La SNCF, c'est lourd, c'est compliqué aussi. Et donc, je soutiens ce projet parce que je soutiens toutes les mobilités. Ça me permet de vous dire aussi, vous avez vu, vous regarderez dans le journal d'Alès Aglo qui va sortir, toutes les améliorations de l'offre de transport en commun que j'ai décidé cet été. Beaucoup de lignes d'ailleurs du nord à l'est, des lignes rurales, hein, qui avaient certaines, effectivement, beaucoup de difficultés à se développer. Chaque fois que nous générons des économies sur le transport, je les réinvestis dans l'amélioration du service. Ça, c'est important. Mais là, c'est pareil aussi, c'est 14 millions de transports en public sur Alès Aglo. Là aussi, je ne vous demande pas grand-chose. Hein, parce que là, puisqu'on parle de la participation, quand on paye un billet, voilà, ça pèse moins de 8% des dépenses. D'accord? Il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire que le reste, c'est les entreprises à travers ce qu'on appelle le versement mobilité qui le payent. Donc là aussi, hein, bon, il y a un grand débat autour de la gratuité des transports. C'est quasi gratuit quand on paye moins de 10% du coût du transport. Je trouve ça quasi gratuit et moi je suis favorable de toute façon à ce qu'on ait cet acte de dépense parce que le gratuit n'existe pas. Hein. Il n'y a que quelques rêveurs qui y croient. Il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Et si c'est toujours les mêmes qui payent, à un moment, ils n'ont plus d'argent. Et puis, ceux qui profitent de cette gratuité, ben, ça ne marche plus. Hein. Voilà, il faut être quand même équilibré. La justice passe aussi par un équilibre sur les dépenses. Donc voilà, le CMTBA, vous m'avez parlé du transport. Ça me permet de vous dire aussi que j'ai pris la décision de passer dans des biocarburants sur les bus de ville d'Alès, hein, de HVO, donc c'est des récupérations, hein, là aussi de déchets de végétaux, de déchets de tout ce qui est alimentaire, des huiles et tout ça, et qui nous permet d'économiser chaque année 380 tonnes de CO2. Vous voyez, c'est tout ça qui, mis bout à bout, nous permettent aussi d'être très actifs dans la protection de notre environnement, parce qu'ici, on aime l'environnement. Nous sommes la capitale des Cévennes. La ville porte des étoiles, la première ville porte des étoiles au monde, une ville protégée dans son environnement, une ville à la fois qui aime son industrie, qui aime bien sûr son environnement, et c'est pour ça que nous travaillons quotidiennement, très longtemps, tous les jours, de la semaine, mais à votre service. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce 9e Facebook Live. Rendez-vous, donc, je sais qu'on m'a marqué le 31 octobre, mardi 31 octobre, vous pouvez me poser vos questions sur direct@alès.fr et revoir, bien sûr, tout ou partie de ces Facebook Live en vidéo et en podcast sur alès.fr/facebook-live. Merci de m'avoir suivi. Je regardais parce que j'ai reçu, attendez, oh là, bah ouais, je voulais Jessie, donc j'ai parlé tout à l'heure, bonsoir, la question sur les bennes dans les quartiers de Rochebelle et de la Royale portait surtout sur les bennes de tri, car nous avons vu des sacs de tri posés à certains endroits et pas des bennes de tri où les déposer. Par contre, il y a en effet suffisamment de bennes à ordures ménagères. Bon, merci Jessie, oui, bah, c'est un peu ce que j'ai raconté. Alors, vous parlez des sacs de tri, effectivement, il y a pas de, il y a soit des bacs jaunes dans lesquels on met les emballages, soit il y a des arbres à tri dans les sacs jaunes, et il se trouve qu'à Alès, il y a beaucoup de sacs jaunes encore, et dans ce cas-là, on ne met pas des sacs jaunes dans des bacs jaunes, ça coûte beaucoup trop cher pour rien, et donc là, par contre, je rappelle que c'est ramassé tous les mercredis, donc on le sort le mardi soir, et effectivement, mais tout ça, c'est aussi en acquisition, actuellement, c'est en train d'être acheté, donc petit à petit, au fur et à mesure, on les déploie sur le territoire, mais je rappelle que nous avons 72 communes à équiper, et donc au fur et à mesure on arrive, donc, mais j'ai bien noté, hein, Jessie, donc on va regarder ça. Alors du coup il y a des messages qui arrivent, alors j'allais vous quitter, mais Laurent il va le dire, OAC, OAC, je en parle à chaque fois, vive l'OAC, j'étais au match samedi, donc 2-1, on a gagné, bon on ne reparle pas du match d'avant, et je crois à l'OAC, et en bas j'ai une question de... Non, non ben, je crois que c'est fini avec les questions, du moins celles qui, s'il y en a qui arrivent encore, vous n'hésitez non plus pas à me les poser, j'y répondrai ou service vous répondrez. Il est 20h et
11 minutes, vous voyez, entre le petit retard, 1 heure, pile poil, comme d'habitude, on commence à être très, très au point. Je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live et vous dis au mois prochain, et puis bien sûr tous les jours en ville. Et puis vous pouvez toujours vous adresser à nous par mail, par courrier, au service, pour répondre à toutes vos questions. Vive Alès agglomération, et vive vous. Bonsoir.